Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la croisée des plumes. C'est le premier de la saison 2. Je vous avoue que ça me fait un peu bizarre de reprendre le micro toute seule pour l'instant. Après la pause estivale, j'ai un peu perdu l'habitude de tout ça. Mais la passion est là, donc je suis ravie de reprendre le podcast pour une nouvelle saison qui vous plaira autant que la première, je l'espère. Donc je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me découvriraient avec cet épisode, pourquoi pas, on sait jamais. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire, et j'ai lancé ce podcast l'année dernière, donc on fête son premier anniversaire. Je suis vraiment émue de voir le projet perdurer dans le temps et entamer sa deuxième saison. Le concept est très simple. Chaque épisode est une longue discussion avec un auteur ou une autrice, parfois même plusieurs invités, autour d'un sujet d'écriture ou de littérature. On échange sur notre façon d'écrire, de travailler le sujet en question, et nous partageons également des lectures qui nous ont marqués autour du sujet. Les 10 épisodes de la saison 1 sont déjà disponibles, donc maintenant, donc vous pouvez aller les écouter si c'est pas déjà fait. Pour lancer la saison 2, avant le premier vrai épisode qui arrivera le 15 septembre, je vous propose de faire un petit bilan de la saison 1, ainsi qu'une petite foire aux questions. J'avais mis une boîte à questions sur mon Instagram, donc pour ça on se retrouve à la fin de l'épisode dans quelques minutes. Je suis ravie des retours que vous m'avez fait sur le podcast. C'est hyper gratifiant car c'est un projet qui me tient à cœur déjà, voilà. Donc ça fait du bien de savoir qu'il trouve écho en vous, mais aussi parce que, je vais vous l'avouer, c'est un projet assez chronophage. Il faut compter l'écriture de chaque épisode, les recherches et les lectures que je fais pour préparer mes interventions, l'enregistrement qui dure plusieurs heures. D'ailleurs, je remercie les invités qui ont joué le jeu en m'accordant leur temps à chaque fois. Le montage, la promotion sur les réseaux sociaux, etc. Enfin bref, vous comprenez l'idée. Donc c'est un format long, entre 1 et 2 heures, parfois même plus, qui est dû à plusieurs faits. Déjà, je suis bavarde et mes invités aussi, donc on va pas nous couper. 2, c'est un podcast mensuel, donc je veux que les auditeurs aient quelque chose de consistant, entre guillemets, pour combler l'attente tous les mois. Et 3, ça nous permet, à mes invités et moi, d'aborder chaque sujet en profondeur dans la mesure du possible, bien entendu. Ce format me convient, mais je sais qu'il peut être à double tranchant. Les auditeurs préfèrent les formats plus courts, et un épisode trop long peut les décourager. Alors peut-être que je passe à côté d'une grande part d'auditeurs avec mes épisodes très longs. Mais franchement, si je me mets à des épisodes plus courts, faudrait que je fasse un format plus régulier, un format hebdomadaire par exemple. Et j'ai clairement pas le temps pour écrire, enregistrer, monter et publier un épisode chaque semaine. Après, je sais que des auditeurs préfèrent les formats longs, car comme je le disais, ça permet d'aborder plein de choses. C'est mon cas, moi je préfère les formats longs quand j'écoute des podcasts. Et donc plus le sujet plaît, plus on a envie d'en avoir. Je sais aussi que vous aimez bien écouter les épisodes en plusieurs fois, sur le trajet du travail, pendant le ménage ou la vaisselle, pendant la séance de sport. Et petit à petit, durant sa première année, le podcast a commencé à trouver son public, ses abonnés fidèles. Et même si on est loin d'être le podcast littéraire le plus écouté, que son audience n'a pas explosé du jour au lendemain, et ça reste un podcast à l'échelle humaine, entre guillemets, eh bien moi ça me convient pour l'instant. Surtout si le public continue à suivre. Donc j'en profite pour vous le rappeler, n'hésitez pas à soutenir le podcast si vous aimez mon travail. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux, mais surtout, pour lui donner plus de visibilité sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand c'est possible, ça aide pour le référencement. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en l'air ou la notation, selon la plateforme. Par exemple, un petit 5 étoiles sur Spotify, ça aide vraiment à gagner en visibilité. En parlant de plateforme, le podcast est toujours disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon et plein d'autres plateformes que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Alors, il faut savoir que Google Podcast n'existe plus depuis quelques semaines, c'est tout récent, mais vous pouvez maintenant retrouver La croisée des plumes sur Deezer.
Jusque-là, je parlais des épisodes principaux du podcast, le format classique. Mais de temps en temps, tous les 2 mois environ, je vous propose des épisodes bonus que j'appelle des interludes. Alors, je vais être franche avec vous, les interludes font beaucoup moins d'écoute que les épisodes principaux. C'est peut-être parce que la plupart du temps, je suis toute seule à parler sur ce format et que je suis moins passionnante que mes invités. Alors, plus sérieusement, sans me remettre totalement en question, je m'interroge quand même. Est-ce que le format interlude vous plaît? Je pense le garder pour la saison 2, car il est intégré dans mon planning. Mais si jamais le format ne vous intéresse pas tant que ça, je finirai peut-être par l'abandonner. Et en parlant de planning, celui de la saison 2 est presque bouclé. J'ai hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Les sujets que je vous ai préparés, les super invités que vous allez pouvoir rencontrer. Alors parmi eux, il y aura des voix familières, des personnes qui sont déjà venues nous faire coucou dans la saison 1, parce qu'elles sont passionnantes et que le feeling passe super bien. Mais aussi, bien sûr, il y aura de nouvelles têtes. Et en parlant de nouvelles têtes, si jamais vous écrivez vous aussi et que vous voulez participer au podcast, c'est possible. J'ai créé un formulaire que je vous laisse dans la description de l'épisode. Vous pouvez répondre aux questions pour remplir votre candidature. J'en ai déjà reçu plein, très intéressantes, alors merci pour votre enthousiasme. Je vous avoue que je pourrais pas accepter tout le monde dans l'immédiat, car il n'y a que 10 épisodes par saison. Et comme je vous disais, le planning de la saison 2 est déjà presque complet. Mais ça prouve que j'ai de quoi faire pour encore de nombreuses saisons parce qu'il y a pas, je manque pas d'invités. Et c'est super, merci à vous. Avant de passer à la FAQ, je voulais prendre un peu de temps pour revenir sur les retours des auditeurs. Il y a la possibilité de commenter sur Spotify et quelques-unes d'entre vous m'ont laissé un commentaire sur des épisodes. Merci beaucoup. Alors c'est là qu'on constate que je suis vraiment une podcasteuse en carton, désolée. Je croyais qu'on pouvait pas y répondre. Enfin, du moins jusqu'à récemment. Je vous explique. Quand j'ai reçu les commentaires, j'ai eu une notification et j'ai voulu y répondre au moment où je les ai reçus à l'époque, quoi. Mais sans y parvenir, j'arrivais pas depuis ma plateforme d'hébergement de Spotify. Et là, aujourd'hui, en allant les rechercher, je viens de m'apercevoir qu'en fait, si on peut y répondre. Alors, est-ce que c'est une mise à jour récente et qu'on pouvait pas y avant? Ou alors, est-ce que c'est juste moi qui ne suis pas douée, ce qui est fort possible aussi? Aucune idée. Donc, désolée pour répondre aussi tardivement. Je vais partager vos retours aujourd'hui et je prendrai le temps d'y répondre aussi à l'écrit dès que je pourrai le faire. Le premier retour que je voulais vous partager, c'est celui de Louane qui a commenté sous l'épisode 2 sur le roman gothique que j'avais fait avec Nora Lake. Alors Louane nous écrit « Merci, j'ai adoré descendre ce thème, les fêlures de Wakerfield Manor, Rebecca, Mexican Gotti et Marina Enriquez. Et parfois le revient de Miranda me font très envie. Apostasie dans ma wishlist. » Merci beaucoup pour ton commentaire, Louane. Ici, Louane, elle fait référence à des œuvres qu'on a citées, donc Descendre sur tes mains et Parfois elle revient. Ce sont les deux œuvres gothiques de Nora Lake, et Miranda est la mienne. Et elle cite également d'autres romans qu'elle nous recommande. Par exemple, Les Fêlures de Wakerfield Manor, c'est aussi aux éditions Hurlevent, la même maison d'édition qui a publié Descendre sur tes mains, par exemple. Je l'ai pas lu celui-là, mais il me tente beaucoup. Par contre, Rebecca, je l'ai lu. D'ailleurs, on le cite dans l'épisode également. C'est un peu un classique du gothique, mais c'est plutôt du néo-gothique parce que il est plus tardif. Il a été publié par Daphné du Maurier au XXe siècle. Mexican Gothic, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai eu des retours mitigés, donc pour l'instant, je l'ai pas tenté, mais ne jamais dire jamais. Et enfin, Mariana Enriquez, c'était une autrice que je voulais aussi beaucoup tenter. Depuis ton commentaire, j'ai lu un de ses recueils de nouvelles, c'est Ce que nous avons perdu dans le feu. Je l'ai beaucoup aimé et j'ai envie de lire ce qu'elle a fait d'autre. Alors, il y a un autre recueil de nouvelles qui s'appelle Les dangers de fumer au lit, ce qui sera ma prochaine lecture d'elle. Et enfin, après, si j'aime toujours, je me lancerai dans son nouveau mastodonte. Là, j'ai plus le titre. Attendez, magie du montage. Notre part de nuit. Voilà. Notre part de nuit qui me fait un peu peur, pas par ses thèmes, mais plutôt, ça a l'air d'être une belle bricasse, quoi. Ben écoute, ah oui, avant que j'oublie, Apostasie dans ta wishlist, c'est un des romans, c'est peut-être même le roman préféré de Nora, de mémoire. Moi, je l'ai beaucoup aimé aussi, La plume de Vincent Tassi, magnifique. C'est franchement une lecture qui vaut le coup, au moins pour sa plume et son univers. Et parce que c'est français, Cocorico, on a là peut-être un futur classique de la littérature empirique.
Donc j'espère qu'il te plaira et j'espère que nos romans, Nora et moi, ceux que tu aimerais tenter, te plairont aussi. Encore merci pour ton commentaire, Louane. Ensuite, j'ai reçu un commentaire qui me touche beaucoup, puisqu'il a été laissé par Perceline. Perceline, c'est quelqu'un que je suis depuis des années sur sa chaîne YouTube Barocco Podcast. Il s'appelait autrefois Il était une fois personnage. Perceline, c'est une personne formidable que j'ai pu rencontrer plusieurs fois. On a fait une retraite d'écriture ensemble cet été. Et elle m'a laissé un commentaire qui m'a un peu émue, je vous avoue. Elle m'a dit donc, sous mon épisode, mon interlude numéro 3 sur mon roman La Bête du Bois perdu, Perceline m'a écrit « C'était passionnant de voyager avec toi auprès de la Nina d'il y a quelques années. C'est sensible et sincère. La Bête du Bois perdu est une véritable pépite, un trésor de littérature. » Ça me touche vraiment beaucoup. La Bête du Bois perdu, c'est mon tout premier roman. C'est celui dont je suis le moins certaine, entre guillemets, parce que je l'ai écrit en 2017, donc ça commence à dater, c'était il y a 7 ans, et j'ai les doutes du premier roman. Je sais que pour moi, mes yeux, il n'est pas parfait, et je ne le réécrirais pas de la même façon si je devais le réécrire aujourd'hui. Enfin bref, je ne veux pas vous refaire tout le topo, je vous invite à écouter l'épisode en question si ça vous intéresse. Mais je sais que Perceline, il l'a beaucoup aimé et ces mots m'ont vraiment touchée. On en a pu en parler de vive voix. Donc merci encore à toi, Perceline, pour ton commentaire. Ensuite, nous avons également 2 auditeurs, peut-être 2 auditrices selon les pseudos, je me trompe peut-être, qui nous ont laissé en fait des conseils, des recommandations lecture, qui nous ont cité des tweets en retour de certains épisodes. Par exemple, pour l'épisode sur les réécritures de contes, qui était la table ronde qu'on a fait pour clore la saison 1, Mademoiselle Sissi, j'espère que je lis bien ton pseudo, Mademoiselle Sissi nous conseille la réécriture Avant minuit, qui est une réécriture moderne de Cendrillon, qui a été écrite par Julie Murphy. C'est un roman chez Hachette Heroes, donc estampillé Disney, donc on retrouve vraiment l'univers, enfin les noms par exemple de Tremaine, de Cindy pour Cendrillon, et qui se passe du coup dans notre monde moderne. D'après ce que j'ai vu, la particularité, c'est que le personnage principal il est écrit de grande taille, donc on a une héroïne assez ronde, ça c'est cool aussi. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui s'appelait Entre les lignes, qui a l'air d'être une réécriture de La Belle et la Bête. Donc je connaissais pas du tout. Merci pour la découverte, Mademoiselle Sissi. Et puis du coup, je m'y intéresserai parce que vous connaissez l'écriture de contes, c'est toute ma vie. Et j'en ai pas encore lu trop de réécriture moderne qui se passe dans notre monde actuel, contemporain. Merci beaucoup. Et enfin, sur l'épisode numéro 9, sur la narration à la première personne, qu'on avait fait avec Sacha Morage, Jeannette nous a laissé un commentaire pour répondre à la question que j'avais posée, quel narrateur à la première personne nous a le plus marqué. Jeannette nous parle de L'Attrape-Cœur, c'est un roman de Salinger, qui est considéré un peu comme un classique de la littérature américaine, si je ne dis pas de bêtises. Le narrateur en question, son nom m'échappe là tout de suite, mais c'est un adolescent qui déambule dans les rues de New York pendant 3 jours, je crois, je sais que la particularité, c'est qu'il a un style très parlé, en fait. C'est écrit comme un adolescent pourrait parler. Et donc, cette oralité fait un peu la particularité du narrateur, cette voix si particulière. Et ça a l'air donc d'avoir marqué Jeannette. Et écoute, je ne l'ai pas encore lu, mais ça fait partie de ces classiques que j'aimerais bien découvrir un jour. Si j'ai le temps, parce que j'ai tellement de classiques déjà de la littérature française à lire, mais aussi je veux découvrir les classiques d'autres littératures, dont la littérature américaine. Mais oui, donc L'Attrape-Cœur, je connais de nom, je connais sa notoriété, et donc j'aimerais bien un jour le découvrir, surtout si le narrateur de la première personne vaut le coup. Merci beaucoup, Jeannette. Allez, maintenant c'est parti pour la foire aux questions qui va conclure cet épisode. Je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé des questions sur Instagram, que ce soit en commentaire, que ce soit dans la boîte à questions. Alors, première question, comment choisis-tu les prénoms de tes personnages ? Il faut savoir que oui, j'accorde beaucoup d'importance aux prénoms de mes personnages. Moi, j'aime bien quand les prénoms des personnages ont un sens, ce qui est vraiment quelque chose de très fictif. Pas dans la vraie vie, nos prénoms n'ont pas un sens en fait. Enfin, comment l'expliquer ? Moi, mes parents m'ont appelée Nina parce qu'ils aimaient bien le prénom, ou alors peut-être qu'il y avait un sens particulier qui les reliait à ce prénom-là, mais
c'est différent de un personnage qui va avoir tel prénom parce que dans la textualité ou dans c'est une référence mythologique ou c'est une prémonition par rapport à ce qui va se passer dans l'histoire. Vous voyez ce genre de sens littéraire, sens dans la structure de récit, la construction du personnage. Voilà, c'est quelque chose de très particulier à la création de personnages à la côté fiction. Par exemple, dans La Bête du Bois perdu, le personnage de Rose s'appelle Rose parce que la rose en tant que fleur a tout un symbolisme, tout un symbolisme dans les contes de fées, notamment La Belle au Bois dormant et La Belle et la Bête, qui sont les deux contes qui sont au cœur de La Bête du Bois perdu. Voilà. Alors, je vais pas répondre trop en détail à cette question parce que peut-être, alors là, ceux qui écoutent le prologue de la saison 2 auront peut-être une exclue, mais peut-être que c'est un sujet qui reviendra bientôt. Je n'en dis pas plus, mais donc, pour faire simple, oui, je choisis les prénoms de mes personnages de façon très méticuleuse et ça sera intéressant d'en parler à l'occasion. Ensuite, on m'a posé la question suivante. Quelle personnalité du livre rêverais-tu d'interviewer pour ton podcast? Alors là, c'est tellement de monde. Alors bien sûr, je parle même pas de tous les auteurs anglophones, parce que je n'ai pas un niveau d'anglais parlé assez bon pour ça, et puis parce que mes auditeurs auditrices sont francophones pour la plupart, donc voilà. Mais même serait juste à les personnalités, les auteurs, autrices francophones, j'en ai plein que je rêverais d'interviewer. Mais c'est des gens qui ont une notoriété telle que c'est impressionnant et je pense pas que j'oserais. Moi, avec mon petit podcast, mon syndrome de l'imposteur, j'aurais trop peur de les importuner. Ou alors c'est des gens qui ont pas le temps, tout simplement. Je pense quand même, par exemple, quelqu'un comme Christelle Dabos, que j'admire beaucoup. Je pense pas être la seule. Je suis tellement admirative de sa plume, de ses personnages, de tout l'univers qu'elle a créé. Ne jamais dire jamais, mais en fait, je sais même pas si j'oserais, en fait. Il y a tellement de personnes que j'admire, et aussi des personnes que j'admire, et qui sont pas forcément la notoriété d'une Christelle Dabos, mais justement parce que je les admire et que je les mets peut-être sur un piédestal, j'ai l'impression, moi, d'être une petite chose qui vient les importuner avec mon podcast. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais oui, alors, quelle personnalité? La question était au singulier, donc j'ai répondu Christelle Labos, mais il y a tellement de gens, peut-être que d'ici quelques épisodes, quelques saisons, on va dire, peut-être que j'oserais les inviter. Ne jamais dire jamais, encore une fois. Parmi tes romans, pour lequel as-tu le plus de tendresse? Ah! C'est dur à répondre, parce que un peu pour tous, j'ai tous de la tendresse pour tous mes romans, heureusement. Il y en a aucun que je rejette, même si, comme je disais plus tôt, La Bête du Bois perdu, je le considère qu'il est perfectible, vous voyez. Mais d'un autre côté, c'est mon premier roman, et sans lui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc il y a quand même la tendresse, oh, c'est ton premier roman, c'est le roman de bébé Nina, oh, c'est un bébé roman. Oui, non, j'exagère. Mais il y a un peu de ça. La Mélodie des larmes, c'est mon plus personnel. Le Foulée brisé, c'est celui dont j'étais le plus fière pendant longtemps. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de la tendresse? Je sais pas. Sous un carré d'immortel, il est très touchant, très à fleur de peau. C'est celui qui parle le plus d'amour, de sentiments, de passion, de perte. C'est celui qui est vraiment plus un concentré d'émotions. Donc c'est celui peut-être qui me toucherait le plus. Mais est-ce que c'est de la tendresse, encore une fois? C'est dur à répondre, là. Elle est dure, cette question, mais elle est intéressante. Ah, mais je vais tricher, je pourrais pas répondre vraiment à... J'ai de la tendresse pour tous mes romans. Et heureusement, d'ailleurs. Au contraire, du coup, la question qu'elle est avec, pour lequel de tes romans, lequel de tes romans a été le plus dur à écrire, ça serait plus facile à répondre qu'heureusement. Ça dépend. De tout ce qui est, toutes les émotions qui ont été provoquées par l'écriture, je dirais La Mélodie des limbes. Je reviendrai durant la saison 2, un petit teasing encore une fois, mais je reviendrai plus en détail sur La Mélodie des larmes, mais vu que je l'ai écrit pour faire le deuil de mes frères, bah automatiquement l'écriture a été quelque chose de très personnel, très dur, mais d'un côté très cathartique. C'est une manière de faire son deuil, donc voilà, c'était vraiment un concentré de plein de choses
Donc ça a été dur par rapport à ça, mais d'un autre côté, ça a fait du bien aussi, ça a été un soulagement. Par contre, si on parle vraiment qui a été dur, genre ça a été galère, j'ai cru que j'allais jamais en venir à bout, bah je vais vous citer un que j'en suis pas venu à bout parce qu'il est pas édité, vous l'avez pas lu, il est pas sorti, je sais pas s'il sortira un jour. C'est le projet Folklore, donc c'est un projet, une trilogie de fantasy young adulte. Le premier tome, je l'ai écrit, réécrit, puis réécrit plein de fois, et j'ai toujours pas réussi à le caser quelque part, les gens n'en veulent pas. Et du coup, bon, bah voilà, il est pas encore prêt, il est pas encore bon, il faut que j'en refasse quelque chose de mieux. Pour l'instant, j'ai pas laissé tomber l'éponge, j'ai pas envie de l'abandonner. Pour l'instant, il a besoin d'être mis de côté et que le temps passe et que je grandisse en tant que personne, en tant qu'autrice pour peut-être comprendre ce qui ne va pas et le retenter, quoi. Mais oui, donc pour l'instant, c'est celui-là qui me donne le plus de fil à retordre parce que c'est mon premier échec, entre guillemets, puisque tous les autres romans, j'ai réussi à les caser très facilement en maison d'édition du premier coup. Je l'ai envoyé, ça a été tout de suite accepté, et celui-là, non. Donc, c'est très enrichissant comme expérience. Ensuite, quelle étape de l'écriture d'un roman préfères-tu ? Je pense que c'est le G0. Alors, ce que j'appelle par le G0, c'est le plan très 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 détaillé que je fais avant de rédiger mon roman. Pour moi, le premier G, c'est la rédaction, et le G0, c'est tout le travail préparatoire de l'intrigue, c'est mon côté architecte, en fait, je dois vraiment faire les plans avant de commencer à bâtir la maison, vous voyez. Donc moi, le côté création pure de l'intrigue, des personnages, de l'agencement de toutes ces choses, des conflits, ce que ça entraîne, les péripéties, voilà. Tout ça, c'est vraiment de la création pure. Et dans ce G0, dans ce plan très détaillé que je fais chapitre par chapitre, ce plan qui fait des fois jusqu'à plus d'une vingtaine de pages, donc on est vraiment sur quelque chose de très détaillé, et c'est ce que je préfère. Parce que ce que je préfère, c'est vraiment l'étape de création qui va être là. Alors que chez certaines personnes, la création va être dans la rédaction du premier jeu, puisque la création se fait au fur et à mesure de l'écriture. Excusez-moi, j'ai été coupée dans mon élan juste avant par la grosse Didine qui m'a sauté dessus, qui a fait miaou miaou, qui a fait tomber le micro. Donc voilà, j'ai découvert ça et là j'ai changé de pièce, donc la qualité du son a peut-être changé, je ne sais pas. Mais bon, j'avais presque fini. Pour la dernière question, c'est quelle étape de l'écriture d'un roman j'aime le moins ? Et ben moi, c'est tout ce qui va être les corrections. Alors pas les corrections éditoriales, puisque moi j'aime bien, c'est quand c'est un dialogue avec l'éditeur, etc. On discute et on améliore le roman, et je suis pas que toute seule à travailler dessus, donc je sature pas. Non, moi je parle de la phase de correction après les premiers jets, donc les différents jets qui vont être retravaillés, les différentes versions du roman qu'on va affiner, améliorer au fur et à mesure, pour qu'il soit au mieux pour l'envoyer à l'éditeur. Donc c'est là que les bêta-lecteurs vont intervenir également. Et au bout d'un moment, à force de travailler le roman, la matière, pour en faire la meilleure version qu'on peut envoyer au lecteur, dans la mesure du possible, la meilleure version qu'on peut envoyer à l'éditeur, dans la mesure du possible, et on arrive à un point où le roman, alors que c'est un roman qui me passionnait, un projet que j'adorais, puisque je l'écrivais, quoi, donc j'étais motivée, là on arrive à un point où je peux plus me le voir en peinture, le truc. Vraiment, je sature, j'ai tellement à rechanger, à relire 20 fois les mêmes passages, relire 20 fois le roman en entier, j'en viens à un point où je le déteste. Du coup, ouais, je dirais les corrections. Et voilà, c'est terminé pour ce prologue, cette introduction à la saison 2 qui commence officiellement très bientôt, le 15 septembre avec le premier épisode. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où je vais bientôt commencer un peu le teasing pour que vous puissiez découvrir quel sera le sujet de ce premier épisode. Petit indice en rapport avec le mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre ? Voilà, ça peut vous donner un petit indice. C'est très vaste, ça vous dit rien, ça tombe. Et je peux vous dire déjà qu'il y aura non pas
un invité, mais 2 invités, et eux, 2 filles que j'adore, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter, et que je serais ravie de retrouver, j'en suis sûre. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, blablater sur tout ça. Et rendez-vous très bientôt, donc le 15 septembre, pour cette nouvelle saison d'À la croisée des plumes. À plus! Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!